pas moins d'arbres. Il y a des questions là-dessus? Alors, quand on parle du mauvais terrain, donc on a répété, ça met combien de temps pour arriver à un système de... Alors, pour atteindre le climax, c'est-à-dire la forêt mature à l'équilibre, il faut en général 20 ans, 30 ans, comme pour la pétourie. Après, nous, on va accélérer les choses avec c'est pas les arbres poussent plus vite. Un meilleur sol, l'arbre pousse plus vite. Et aussi, oui. Est-ce que c'est une méthode de possibilité, si on vraiment le fait, de planter des arbres qui sont déjà presque à déjà maturité, on voit comme les arbres dans les villes, par exemple. Je n'ai pas compris. On prend un arbre qui est déjà à maturité, on le plante? Pas à maturité, en tout cas, on ne peut pas planter un jeune arbre, mais c'est planter des arbres qui sont déjà installés, c'est pas les mêmes. Je pense que ça va être compliqué de transporter, de replanter, le système racinaire. À mon avis, si on peut garder le système racinaire parce qu'il vit bien. Non, enfin, je ne crois pas que ce soit conseillé. Non, il faut plutôt partir de plantes petites au départ qui vont pousser. Alors là, je voulais parler d'un après. Je te laisse trop. Oui. Moi, je vais juste parler d'orientation par rapport au grand sujet et aux petits des expositions. Oui, alors, il y a des gens qui font des forêts jardins, notamment un auteur anglais, qui lui peut tout prévoir à l'avance. Comment on va placer tel arbre, qui va ensuite enlever la place pour l'avoir en canopée à la fin au climax. C'est tout calculé au départ, comment on va placer tel arbre, etc. Bon, moi, c'est pas une approche qui me plaît tellement, j'aime bien l'approche où on utilise la spontanéité et après on s'adapte. Il y a un arbre qui fait l'ombre à l'autre, on préfère l'autre, on coupe. Alors, justement, en parlant de ça, par exemple, vous avez un arbre fixateur d'azote qui va pousser comme ça. Vous avez votre espèce productive ici. Alors, l'idéal, ce serait effectivement quand même d'avoir le soleil ici au sud. Donc, planter l'espèce productive au sud. Et ce que vous allez faire, c'est que au printemps, en hiver, vous allez couper votre arbre ici en trois nids. Vous ne coupez pas à cette hauteur, votre arbre d'azote. C'est le printemps, le soleil n'est pas trop fort, il y a moins de soleil donc c'est bien, il n'y a pas d'ombre parce que vous avez coupé. Puis la saison avançant, le soleil devient de plus en plus haut dans le ciel, il y a moins de pluie, il y a des canicules. Là vous êtes content parce que votre arbre ici, pionnier, il a eu le temps de repousser, de faire une ombre partielle qui va protéger votre arbre producteur. Et puis les branches que vous avez coupées, vous avez pensé à les mettre à pailler l'arbre avec. Ces branches, elles sont a priori pleines d'azote et elles vont protéger les racines de l'arbre du soleil et de l'évaporation. Donc vous aurez moins besoin d'irriguer votre arbre producteur. Ça, vous le faites plusieurs années de suite. Et une fois que votre arbre producteur sera assez grand, vous pouvez vous débarrasser complètement de la trompe. Et encore une fois, déposer la matière organique au sol. Alors ce qui est intéressant dans ce processus-là, c'est qu'il y a des racines ici, quand vous coupez en haut, l'arbre va se débarrasser du surplus de racines dont il n'a pas besoin, qui est proportionné à la partie aérienne. Et donc, en même temps que vous déposez en surface du coup, de la matière organique, vous avez aussi de la matière organique qui va s'accumuler dans le sol grâce à ces coupes successives. Donc ça, c'est bénéfique aussi. Donc voilà, il faut sortir d'une idée, il me semble, qu'on va sanctuariser les fonds, on ne touche pas un arbre, surtout pas un arbre. Non. Là, on coupe les arbres, on les pose au sol. Il faut avoir conscience qu'une forêt vivante pousse sur une forêt morte. Ça, c'est un processus naturel. Et nous, notre rôle, c'est d'accélérer ça.
Voilà. Alors, donc vous avez hérité d'un bout de terrain, vous avez la volonté de faire pousser votre forêt jardin forêt comestible sur ce bout de terrain. Vous avez deux méthodes à disposition. Enfin, deux méthodes, en fait, il y en a plein qui pourraient se réinventer, mais vous trouvez deux méthodes qui sont mises en avant par certains auteurs. Donc, l'automne en Australie, c'est un élève de Bill Mollison qui a inventé avec Colin Green la permaculture. Lui, il propose de commencer d'abord sur un petit bout de terrain. Alors lui, sa méthode, c'est par exemple de mettre un poulailler mobile ici, et c'est les poules qui vont faire le travail. Elles vont désherber, ameublir le sol, enlever les éventuels parasites, et une fois qu'elles ont fait le boulot, les poules, elles le font gratos, en plus elles font des œufs au passage, c'est pas inintéressant. Une fois qu'elles ont fait le boulot, vous déplacez les poules, qui vont faire le boulot à côté, vous enlevez, vous arrachez les derniers morceaux qui traînent, qui vous embêtent, et là vous plantez votre système. Et après, une fois que les poules ont fait le travail ici, elles vont là, etc., vous plantez votre système ici, donc en fait vous ajoutez d'année en année, vous étendez votre système. Alors lui dit que c'est plus facile parce qu'une fois que vous avez un système mature ici, plus ou moins mature, vous avez de la matière organique, ça va être plus facile d'étendre le système. Et ce qui est intéressant aussi de commencer comme ça, c'est que vous pouvez soigner votre système à chaque fois. Parce que les premières années sont les plus difficiles. Les petits arbres ont besoin d'être arrosés un peu. Il faut désherber parce que les herbes sont très concurrencées avec les petits arbres. Donc pour les soins du système, plus vous l'étendez. Alors une autre astuce aussi qu'ils aiment bien en Australie, en permaculture, c'est ce qu'on appelle les baissières. Alors une baissière, ça consiste à creuser un fossé sur une ligne de contour a priori. Donc c'est un fossé qui va empêcher l'eau de partir. L'eau va s'accumuler quand il est plus forte ici. Et va être aussi répartie le long de la ligne de contour. Et va avoir le temps de s'infiltrer. Et alors eux, ce qu'ils conseillent, c'est que quand vous avez creusé votre trou ici, vous avez déposé la terre ici, vous n'avez plus d'herbe géante pour l'instant, parce que vous avez un tas de terre. Vous allez planter votre système ici. Donc vos premiers arbres vont pousser ici, et leurs racines sont comme ça, donc les racines vont directement être irriguées passivement par ce système. Et donc l'eau comme ça s'infiltre, et bien après vous étendez votre système par le bas, puisque l'eau ça descend. Donc voilà une possibilité qui est évoquée par ces auteurs-là. Alors ça serait plutôt un système vivrier d'une communauté qui voudrait se nourrir de son système et qui aurait la possibilité d'attendre que le système soit suffisamment grand pour être autosuffisant. Alors l'autre possibilité, c'est celle de Mark Shepard. Mark Shepard, il a suivi ce système-là parce qu'il était au départ il lisait les livres de Bill Mollison. Donc il s'est dit, je vais faire comme ça. Alors, il s'en est un peu mordu les doigts parce que lui, c'est un système commercial. Alors, il a dit, si on commence par un petit bout puis qu'on étend le système, le problème c'est le suivant, c'est que là, on va planter. Ensuite, on va planter et maintenir. On va faire de la maintenance. Puis la troisième année, on va planter, faire de la maintenance et commencer les récoltes. Alors les récoltes, ça ne vaut pas le coup parce qu'elles ne sont pas encore suffisantes. Ça va coûter plus cher de récolter que de ne pas le faire. Alors elle s'est dit, j'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais dû planter tout d'un coup. Comme ça, la première année, on plante tout, alors c'est tout. La deuxième année, on fait de la maintenance. Et la troisième année, on fait de la maintenance. Et on a une récolte, mais une récolte abondante. Donc ça vaut le coup. Donc, il y a 2 ans, il faut serrer un peu les dents. Troisième année, normalement, ça se calme. C'est facile. Et alors, ce qu'il fait aussi, lui, dans son système, 10 minutes, ce qu'il fait dans son système d'intéressant, c'est qu'il fait de la sélection. Il cherche de nouvelles variétés. Notamment des variétés qui sont adaptées à son sol, à son climat, et au changement climatique. Parce que les variétés que nous avons,
elles ne sont peut-être plus adaptées, elles ne le seront plus. Et d'ailleurs, elles sont tellement peu adaptées, nos variétés, qu'on est obligé d'ajouter tout un tas de pesticides, tout un tas de choses pour les maintenir en vie. Il dit pourquoi est-ce qu'on s'échine à maintenir en vie des choses qui veulent mourir et pourquoi on s'échine à tuer des choses qui veulent vivre. Car les mauvaises herbes veulent vivre, on essaye de les tuer, et nos espèces productives, beaucoup qui veulent mourir, on essaye de les maintenir en vie. Alors encore une fois, on va éviter la nature. Que fait la nature? Là, quand je suis passé tout à l'heure, sous un chêne, il y avait des glands partout. La nature multiplie les semences. Il y en a plein qui vont mourir, la plupart, et quelques-unes qui vont survivre. Pourquoi elles vont survivre? Ça, c'est Darwin qui l'a compris. Elles vont survivre parce qu'elles sont adaptées aux circonstances. Bon, alors on va faire la même chose. Alors, sur un terrain, on va planter, ce qu'il a fait, finalement, c'est qu'il a planté quasiment un arbre par mètre carré. Un jeune arbre par mètre carré. Ça lui coûte pas cher, ça demande du travail, ça ne coûte pas cher, parce que l'arbre, il l'a fait pousser à partir de quoi? D'un pépin, par exemple. Pour un pommier, il a planté un pépin et un arbre qui pousse. Le problème, c'est qu'avec un pépin, vous avez une chance sur 1000, grosso modo, une chance sur 1000 d'avoir un fruit intéressant. Donc d'habitude, on ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On a planté un pépin, on a fait pousser un arbre, on se dit que cet arbre ne va pas donner un fruit intéressant, on le coupe. Ça, c'est le sujet, on appelle ça le sujet, et dessus, on va venir placer un greffon, c'est-à-dire une branche de l'arbre dont on sait qu'il fait une variété qui nous intéresse.